Bonjour, aujourd'hui je suis avec Sébastien et avec Vincent de Govan, membre fondateur d'Egg One, mais également co-commentateur des compétitions. Nous allons donc parler de e-sport et de StarCraft 2 en particulier. Bienvenue dans Extra Life. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans le jeu vidéo ? Genre quel est ton lien avec le jeu vidéo ? Avec le jeu vidéo, j'ai commencé en jouant chez mon voisin parce que mes parents avaient pas envie que j'aie de console. Donc ça remonte à la... Alors c'était pas le Master System, mais c'était Mega Drive, Super Nintendo. Et puis on jouait à des jeux comme Street of Rage, des jeux où on jouait à deux, ou Golden Axe, ou ce genre de choses. On aimait bien et donc voilà, je suis encore ami avec lui, on jouait vraiment en primaire. Donc c'est des bons souvenirs, c'est comme ça que j'ai un peu commencé les jeux vidéo. Donc aujourd'hui, est-ce que vous jouez sur PS3 360 ou pas du tout ? Non, on joue plus maintenant. Enfin lui, il joue encore à la console, mais c'est vrai que moi, je suis passé plus au sport électronique maintenant et j'ai moins le temps de... Alors quel est ton premier contact justement avec le milieu, on va dire, de la compétition professionnelle ? C'était StarCraft, hein. Okay. Voilà, donc un des premiers jeux vraiment où la compétition s'est développée avec Counter-Strike sur les jeux PC, sur les jeux en réseau. Et voilà, moi j'étais un gros joueur de StarCraft 1, je suis vraiment tombé amoureux du jeu, j'ai vraiment joué énormément, je regardais toutes les parties des autres. Et puis j'ai organisé quelques compétitions dans des salles de réseau. À l'époque, il y avait plein de salles de réseau à Paris, donc voilà, on faisait des nuits blanches, on invitait les gens et puis on faisait des tournois, donc c'était mes premiers contacts. C'est intéressant parce que du coup, tu as commencé très tôt à organiser. Donc le premier truc que tu as fait, c'est pas de te placer en tant que sportif, mais plutôt en tant que gestionnaire de l'événement libre. Alors, j'étais pas dans les meilleurs, je jouais beaucoup, mais j'étais pas forcément très fort à StarCraft 1, donc il a fallu trouver autre chose peut-être pour rester dans le milieu du sport électronique. Mais non, à l'époque ça prenait pas beaucoup de temps, c'est-à-dire qu'on pouvait vraiment être joueur et puis organiser des petits tournois comme ça à droite et à gauche, il n'y avait pas de problème. Donc alors que maintenant, vu que ça se développe beaucoup plus, là je crois qu'il faut faire un choix, on peut pas être joueur et organisateur. Et toi Seb, alors, StarCraft, ça évoque quoi pour toi ? Des VCS, des sondes, pas mal de choses, beaucoup de minéraux, j'espère. Non, c'est sûr que ça évoque pour moi la transformation de la Corée du Sud déjà. Ouais. Parce que, alors, il y a les jeux en réseau, d'accord, bon ça c'est pas nouveau, les jeux de stratégie en réseau c'est pas nouveau. Mais avec StarCraft, c'est la Corée du Sud qui s'est complètement transformée avec des cybercafés dédiés aux jeux, enfin une espèce de folie collective centrée vraiment sur StarCraft qui a pris Blizzard de court. Aujourd'hui, il y a des versions sud-coréennes de beaucoup de jeux Blizzard, enfin c'est pas un hasard, mais il faut voir que dans aucun autre pays au monde, on a eu cette révolution. Alors, c'est peut-être lié au fait que les consoles de jeux soient moins bien considérées en Corée. Je crois qu'il y avait des interdictions d'import à un moment, des choses comme ça. En tout cas, le jeu PC était beaucoup plus avantagé. C'était japonais, donc il y avait peut-être un petit peu de protectionniste aussi. C'est un peu compliqué, je suis pas un spécialiste. Mais effectivement, il y avait un fort avantage donné aux jeux PC. Et StarCraft est arrivé à un bon moment, qui a complètement révolutionné ce pays. Et puis c'est vrai que StarCraft à la base c'était bien comme jeu, hein. Et c'est aussi un jeu multijoueur qui a une des durées de vie les plus énormes au monde. Tu as joué combien de temps ? Alors j'y ai joué moi pendant l'âge d'or en fait, donc jusqu'à la sortie de Warcraft 3. Ouais. Mais j'ai continué à suivre la scène jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que la scène continue encore à exister, même maintenant avec StarCraft 2. Ouais, StarCraft 1 existe encore, notamment en Corée du Sud, et même dans d'autres pays, il y a encore une scène qui est active. Et donc je continue à suivre l'actualité StarCraft 1 et l'actualité StarCraft 2 bien évidemment. Et donc ça continue encore. C'est vrai que StarCraft 1, à la base, c'était un jeu qui était fait pour, à l'habitude de Blizzard, c'était un jeu qui était fait pour tourner sur la plupart des configs, très bien optimisé. Ça explique peut-être aussi son succès, avec aussi une jouabilité qui a été poussée à son extrême au niveau du contrôle des unités. C'est là qu'on a commencé à parler de micro et de macro. Donc micro, c'est la gestion des unités chacune très très précise, et macro, c'est comme la macroéconomie, puisque là on parle de ressources dans un jeu de stratégie, de rentrée de fonds et de dépenses de fonds dans la production d'unités. Donc il y a des profils de joueurs qui se sont déclarés.
des spécialistes du micro, des spécialistes de la macro, des gens qui savaient tout faire aussi. Et c'est vrai que StarCraft 1, alors il y avait eu déjà des révélations. Alors le sport électronique, hein, c'est tout simplement les gens qui sont très très forts aux jeux en réseau et qui commencent à se faire un nom et à gagner dans des tournois. Il y avait eu des petites célébrités dans le milieu qui s'étaient déclarées autour de Quake, par exemple. On se souvient de Tresh qui avait gagné la Ferrari de Carmack. Mais c'est vrai que StarCraft a vraiment mobilisé à un niveau mondial, à créer des noms au niveau des joueurs. C'était assez impressionnant et ça continue aujourd'hui avec StarCraft 2. Et donc du coup, parle-nous un petit peu de Egg One. Quel était le projet? Donc derrière, vous êtes combien à avoir fondé cette structure et vous faites quoi exactement? Alors on était 4, en fait, on est 4 membres fondateurs à avoir créé la structure. Et l'idée qu'on avait derrière, c'était, on était tous des fans de sport électronique. Et on avait nos propres idées sur ce qui pouvait plaire le plus. Et donc on a voulu apporter notre pierre à l'édifice, dire voilà, nos idées, on pense que ça peut marcher. C'était notamment l'audiovisuel, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de choses en France, mais c'était principalement de l'événementiel. Et nous, on s'est dit, on croit beaucoup au mariage entre l'e-sport et l'audiovisuel, parce qu'on pense que ça va bien ensemble. Et on a voulu faire une compétition qui soit vraiment dédiée, retransmise, qui soit audiovisuelle pour que ça plaise le plus possible. C'était vraiment l'idée forte en fait de la création de Egg One. Du coup, vous organisez une compétition sur StarCraft 2 et ensuite derrière vous mobilisez des moyens pour filmer l'événement et ensuite pour monter un sujet avec des commentaires, l'intégration également d'habillage qui vont avec. Donc vous travaillez avec qui pour produire ce contenu? Nous on est des producteurs en fait, donc on trouve les budgets, on définit les concepts, on fait les cahiers des charges, puis effectivement après certaines choses qu'on peut faire nous-mêmes comme le montage, on arrive à se débrouiller. Certaines choses qui sont plus compliquées, où là ça demande quand même des personnes qui sont professionnelles, qu'on recrute par contact, par petites annonces, et qui font c'est vraiment le métier de producteur en fait qu'on a, et on fait appel après à d'autres personnes. Alors la première compète a eu lieu quand? Et il y avait en gros combien de participants? Ça s'est déroulé où exactement? Donc la première compète c'était septembre, on a commencé à l'annoncer en septembre et puis septembre 2010. 2010 et ça a duré octobre, décembre 2010 environ. Donc il y avait 16 participants, cette fois-ci qu'on avait tous invités. Donc c'était 16 joueurs, on voulait vraiment la crème de la scène française. Comment vous les avez sélectionnés ces 16 joueurs? Pour la première compétition on a sélectionné les 16. D'accord. Et comment? Par rapport à quoi? Il y a d'autres compétitions qui se déroulent, il y a des showmatchs qui sont organisés, il y a un classement qui est mis en place par Blizzard, donc il y a plein de moyens de savoir qui sont les meilleurs joueurs. Okay. Voilà, donc à partir de ça, nous on a défini notre liste de 16 joueurs. C'était aussi parce qu'on n'était pas connus au début, donc on voulait pas s'embarquer dans une phase de qualification avec un tournoi qui n'était pas connu, c'était une structure complètement naissante. Donc on a préféré inviter les 16. Voilà. C'est difficile de convaincre des gens de participer à un tournoi, de monter un événement comme ça, des gens qui sont peut-être pas mal sollicités, je ne sais pas. Il y a un premier argument, c'est le cash prize. Chaque tournoi a un cash prize. C'est vrai que les joueurs regardent forcément en fonction de l'argent qu'il y a. C'est quoi votre cash prize? Nous, sur cette première saison, c'était 3 600 € en global. D'accord. Répartis entre les 8 premiers. Okay. Donc 2 000 € pour le vainqueur. Okay. Le problème de l'e-sport, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives en fait, qui n'ont pas abouti, ou des gens qui n'ont pas du tout tenu leurs promesses. Plein de gens qui arrivent à chaque fois en disant je vais révolutionner quelque chose. Donc il y a quand même beaucoup de méfiance. Donc quand nous on est arrivés, il y a des structures qui existaient avant. Nous on n'est arrivé que pour StarCraft 2. Personne ne nous connaissait. Et forcément, il y avait un peu de réticence au début, mais bon, on a dû contacter des personnes, leur expliquer notre projet, qui eux-mêmes ensuite ont dit non, ils sont sérieux. Alors là, petite parenthèse, je sais que c'est les bases, mais pourquoi on parle de sport électronique? C'est parce que justement, il y a des tournois qui sont organisés avec de l'argent à gagner, du véritable argent. C'est pas que pour la gloire. Donc il y a une forme de professionnalisation, bien sûr. Des gens il y a quelques élus dans le monde qui vivent en fait de leur talent aux jeux vidéo. Et c'est en ça qu'on appelle ça le sport électronique. Donc c'est un peu choquant au début, non, Thierry? Ah, sur le côté l'argent? Non, je trouve pas, parce que bon, pour faire un jeu vidéo, les gens sont rémunérés, ensuite t'as des stars qui sont engagés pour prêter leur voix, pour prêter leur plume, etc. Que derrière, t'as des gens qui se spécialisent dans les performances en multijoueur et qui gagnent leur vie ce faisant. Moi, ça me choque pas plus que ça. Donc, et surtout quand c'est dans des cadres bien déterminés, propres, etc. C'est vrai que
à l'e-sport, genre il y a pas mal d'années, genre il y avait quand même, c'était un peu magouille et compagnie, c'était que des connaissances, etc. Tu savais pas trop comment ça se gérait. Tu avais toujours un petit peu le côté mafia. J'ai l'impression que ça s'est vachement assaini. Et c'est vrai qu'avec des exemples type les diffusions en Corée du Sud, genre monstrueuses, avec des décors, avec des effets de mise en scène, avec vraiment tout qui est bien présenté, bah moi ça me semble naturel et logique, ça me choque pas. Oui, Moi je pense que je pourrais me gagner ma vie à Super Bomberman s'il y avait des compétitions. Mais écoute, je t'ai vu jouer et je vais pas dire non. Les joueurs se professionnalisent vraiment eux-mêmes dans leur entraînement, dans leur préparation, dans leur gestion des gros événements où ils arrivent en forme, ils s'entraînent avant, etc. Donc ils jouent beaucoup, il y a un investissement. Les meilleurs joueurs français aujourd'hui sacrifient leur vie, entre guillemets. Il y en a beaucoup qui tentent le coup d'être à temps plein pour faire du StarCraft 2. Donc, il y a quand même un investissement qui est vraiment important aujourd'hui. Et ils ne gagnent pas leur vie qu'avec les prix des tournois, mais il y a aussi des sponsorings qui sont engagés. Les joueurs sont sponsorisés par des équipes qui ont leurs sponsors en fait à elles, et qui ensuite ont des contrats de sponsoring avec ces équipes, entre guillemets comme des salaires qui tombent tous les mois. Donc ça se met en place petit à petit, donc c'est des petites sommes, mais c'est un salaire qui tombe tous les mois. Donc on vient dans une logique un petit peu d'être payé pour jouer. Sur les 16 joueurs qui ont participé à votre premier tournoi, est-ce que certains en fait gagnaient leur vie, est-ce que certains, StarCraft 2 c'était leur boulot plein temps? Oui. Tout à fait. Okay. Il y en a certains qui font ça à plein temps. Et donc du coup, ils jouent, j'imagine que c'est pas uniquement en France, ils sont amenés à bouger un petit peu dans plein de pays, la Corée également. Tout à fait. Alors la Corée c'est un petit peu compliqué pour y aller parce qu'il y a beaucoup de concurrence, donc c'est pas simple. Maintenant avec StarCraft 2, il y a des tournois vraiment partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis. Et effectivement, les meilleurs joueurs français se déplacent. Notamment avec l'aide de leurs équipes qui peuvent prendre en charge les déplacements, ce genre de choses, et vont dans des événements pour gagner des prix. Effectivement, quand c'est des événements internationaux, on peut gagner plus d'argent. Donc, bon, c'est compliqué, c'est une vie un petit peu comme au tennis où on va dans des tournois un peu partout dans le monde et puis en fonction de ses résultats, on gagne. Alors en parlant de tennis, moi j'avais justement, un truc que j'aime bien dans le tennis, c'est lorsque tu as un mec qui sert, tu vois la vitesse de sa balle en km/h qui apparaît, et je me disais justement sur avec StarCraft, je crois que tu parlais il y a des mesures de performance des joueurs. Les mesures en fait du nombre de clics par seconde, je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Alors en fait, StarCraft 1, au début personne ne savait que ça allait devenir un tel phénomène avec une telle mesure précise des performances des joueurs. Et il y a des gens qui ont commencé à compter le nombre d'actions qui étaient faites par minute, mais aussi les choix APM. Les APM, c'est ça. Actions par minute, mais aussi les choix que font les joueurs au tout début de la partie, qui souvent sont déterminantes sur la stratégie globale. Ça s'appelle les ordres de construction, en français, les build orders. Okay. Donc ces deux mesures, en fait, Blizzard les a intégrées dans StarCraft 2 pour que quand on enregistre une partie, et là toutes les parties sont quasi automatiquement enregistrées, enfin on peut les garder très facilement et les repasser, en ayant connaissance de ces statistiques-là. D'accord, et alors déjà à l'écran en fait. Voilà, quand tu revois les parties qui ont déjà été jouées, tu as accès à ces infos-là, et je crois que les meilleurs joueurs font des choses assez ahurissantes là-dessus, non ? Il y a des vraies performances. Alors, il n'y a pas une corrélation forcément entre celui qui a le plus d'APM, c'est le meilleur joueur, parce qu'il y a d'autres facteurs qui comme au tennis, c'est pas la puissance de ton service qui compte, c'est la précision. Mais il y a certains joueurs qui sont vraiment très impressionnants. On les voit jouer sur le clavier, c'est vraiment comme des pianistes. Alors les APM, il n'y a pas que la souris, il y a le clavier aussi. C'est les deux. Souris. Alors c'est clavier souvent plus impressionnant parce qu'on voit vraiment les doigts filer à toute vitesse et appuyer sur toutes les touches. Donc ça, j'imagine que vous filmez évidemment pendant la compétition. Effectivement, ça nous permet de filmer les mains des joueurs et voilà, ça amène un petit peu pour montrer que c'est des vraies performances pas sportives mais physiques qui sont faites pendant les matchs et que c'est pas donné à tout le monde. Il y a vraiment une vraie sélection là-dessus aussi. Ok. Et quoi d'autre en termes de... Qu'est-ce que vous avez mis en avant en termes de mise en scène, justement, sur l'enregistrement de ces compétitions? Quels sont vos choix, un petit peu D'une part, on a vraiment pris l'e-sport comme quelque chose de très futuriste, très novateur, et du coup, ça se voit dans tout l'habillage et l'enrobage audiovisuel qu'on fait, en faisant des vidéos pareil, futuristes, avec des bandes qui arrivent dans tous les sens. Enfin, quelque chose qui va... Ce qu'on le disait, quand il y a un mariage entre l'e-sport et l'audiovisuel, c'est que tout ce côté futuriste va très bien avec faire plein de vidéos spectaculaires. Donc on a tout un habillage comme ça. Les autres points qu'on essaie de mettre en avant le plus possible, c'est les joueurs aussi. On veut vraiment que les spectateurs puissent découvrir leur personnalité. Parce que ça, c'est très compliqué. J'ai assisté à pas mal de compétitions. C'est vrai qu'il y a toujours le côté... alors, il faut que tu vois le jeu.
il faut que tu fasses en sorte que les gens qui ne connaissent pas le jeu puissent piger les règles et donc du coup s'investir, genre dire ah ouais je comprends ce qui se passe, l'intensité, etc. Et en même temps mettre en avant les joueurs et les mettre en situation, genre les moments de stress, les moments de choix qui vont faire basculer une partie, peut-être un sourire qui apparaît. C'est d'autant plus compliqué que tu as deux joueurs, donc deux actions simultanées et des gens qui vont très vite en fait dans leur jeu, qui réagissent très vite, qui font plusieurs choses à la fois, chacun de leur côté. Donc comment est-ce que tu arrives à bien retranscrire ce qui se passe et les enjeux? Moi je commande, donc là je m'occupe pas de la réal, je m'occupe pas de la régie, là je suis peinard, donc je suis dans mon commentaire. C'est vrai que nous déjà dans les commentaires on essaye d'expliquer ce qui se passe, de faire comprendre les enjeux, si cette bataille là c'est important pour telle raison et s'il la gagne il aura un avantage, ou s'il la perd c'est pas grave du tout parce que derrière il y a ça. Donc ça permet déjà de faire comprendre au public vraiment les enjeux sur chaque moment de la partie. Et effectivement dans notre réalisation, donc sur cette saison 2 où on a invité les joueurs et où on les filme, on a une personne qui est dédiée, donc il y a un réalisateur qui appuie sur les boutons et une personne qui est dédiée aussi qui suit la partie et qui dit sur ce moment-là ce serait bien de montrer cette personne parce que là c'est un moment critique et on peut voir un petit peu comment lui il va réagir. J'ai une question là, j'ai l'impression que tu me parles un petit peu des compètes en post-prod, c'est-à-dire que la compète a eu lieu et ensuite on va créer un sujet pour juste montrer cette compète. Est-ce que vous faites quelque chose en direct également avec du public? Parce que du coup c'est plus du tout la même approche. Sur notre deuxième tournoi là, qui est en train de commencer, on fait du live. Donc on fait une réalisation. C'est plus le même travail, là ça devient très compliqué. C'est compliqué, on fait une réalisation live, on fait venir les joueurs. Et donc voilà, donc ça demande pas mal de personnes qui sont là, qui ont des rôles bien définis, effectivement. Vous êtes combien pour faire ce que vous faites? Donc, alors nous dans la société, on est 4. Donc, je me disais, après sur les événements live, on est peut-être une quinzaine de personnes qui viennent avec chacun un rôle bien défini. Donc, c'est dans un studio de web TV qu'on a monté avec des partenaires, avec une web TV qui s'appelle Net Gaming, donc qui est une web TV e-sportive. Et donc voilà, et avec eux, on met en place ce tournoi de l'OSL. Le prochain tournoi a lieu quand exactement? Alors nous, on a des tournois en fait qui durent 2 voire 3 mois. C'est ça déjà. Voilà, déjà il y a les qualifs qui durent 2 mois, donc ça prend du temps. Ensuite il y a la phase finale qui dure 2 mois aussi, donc ça fait 4 mois en tout. Donc pourquoi on fait ça? C'est parce que c'est assez différent des autres tournois qui se jouent en un week-end la plupart du temps. Nous on veut vraiment que les spectateurs puissent s'attacher aux joueurs et ce genre de choses. Donc là notre tournoi actuel, l'OSL Summer 2011, va terminer fin juin. Et après on repartira, donc ça sera plus pour cet hiver, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc du coup est-ce qu'on peut assister à la prochaine compétition? Alors, pour l'instant là on n'avait pas de public parce que le public ça sous-entend... c'est une infrastructure. Encore plus, donc il faut un retour son, il faut un retour vidéo, il faut gérer les gens, il faut des autorisations aussi. Donc on s'est dit bon, on va y aller peut-être par étapes. Alors peut-être que pour la saison 3, mais c'est compliqué parce que on fait quelque chose d'assez novateur et il faut trouver les budgets, etc. Donc c'est pas sûr, mais on aimerait bien sûr qu'on aimerait avoir du public, ce serait génial, ce serait comme la Corée. Alors rapidement, est-ce que tu peux nous donner une petite... là ça fait donc 2 tournois que vous avez organisés. J'imagine que tu as dû voir des trucs assez marrants, des petits moments forts. Les surprises, par exemple, dans StarCraft 2, c'est pas sur un match, par exemple, c'est pas forcément le meilleur joueur qui va l'emporter parce qu'un joueur peut faire une stratégie un petit peu décalée, faire une stratégie ce qu'on appelle all-in. C'est-à-dire qu'il envoie tout sur une attaque pour que ça marche à un moment. T'as l'impression quand même que le poker à StarCraft, il y a quelque chose de fort. Voilà, on a Elki qui est passé. Voilà. Il y a d'autres joueurs, Elki c'est le plus connu, mais il y a beaucoup de joueurs qui font le pont. Donc ce genre de stratégie. Et donc on peut perdre, donc un joueur plus fort peut perdre contre une stratégie qu'il n'a pas vu venir. Des fois on prend des risques. On prend des risques et ça paye. Mais c'est mal vu et le joueur qui perd sur des stratégies comme ça en général le prend très mal. Donc quand les deux joueurs sont dans la même pièce, ça peut créer quelques tensions. Donc en plus quand on fait des émissions, il ne faut pas que ça dégénère. Il y a vous qui fait le garde du corps ou on essaie il y a des personnes qui sont là qui voient que ça se passe bien et que. Parce que vous faites un tournoi où c'est un match éliminatoire en fait. C'est pas plusieurs. Ça dépend, mais au stade de nos poules, effectivement, on peut être éliminé si on perd 2 matchs d'affilée. D'accord. Et ça arrive que. La dure loi du sport. C'est la dure loi du sport, que le meilleur gagne. Donc voilà, des petites anecdotes par rapport à notre tournoi. Puis après, sur des notes, par exemple sur la scène coréenne. Il y a eu pour dire à quel point c'est développé, il y a eu tout un scandale sur des matchs truqués qui étaient donc des joueurs balançaient leur match. C'est la boxe. Les joueurs perdaient exprès
parce qu'ils avaient ensuite parié des grosses sommes sur des sites de paris illégaux déjà à la base. Et donc ils perdaient mais ils récupéraient. Donc voilà, pour dire à quel point vraiment en Corée du Sud, le sport électronique s'est vraiment rapproché du sport. Est-ce que tu penses qu'un jour, genre pour conclure, on pourrait arriver à ce niveau-là en France de monétisation et est-ce que tu penses que ça peut passer par un jeu comme StarCraft 2 ou Diablo 3 ou Je pense que l'e-sport est lié aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est énorme aujourd'hui. C'est plus gros que le cinéma, l'industrie. Et c'est pas tous les jeux. Hein, c'est pas tous les jeux, effectivement, mais je pense que pour beaucoup de jeux, il y a les compétitions, de toute façon, il y a des scores, il y a ce genre de choses. Donc, je pense que c'est sûr que l'e-sport va se développer de plus en plus et atteindra un moment où les gens connaîtront. Ils seront pas tous fans, ils seront pas tous en train de suivre les compétitions à la télévision, mais comme le handball ou comme des sports comme ça, ils sauront que ça existe, ils sauront qu'il y a des tournois qui se font et les gens en parleront, les médias en parleront. Que ça arrivera, j'espère que ça arrivera pour StarCraft 2, c'est pas sûr, mais peut-être pour les prochains jeux, effectivement. Ok. Merci beaucoup d'avoir participé à cet Extra Life. Donc, on vous souhaite bien du courage avec Agwan, que ça se développe, qu'on puisse voir plus de StarCraft 2 à la télé. Et on se retrouve pour un prochain Extra Life très bientôt. Ciao tout le monde.